gouvernement de la République démocratique du Congo a adopté le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans le province du Nord Kivu et de l'Ituri. C'était au cours d'une réunion restreinte présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Mesdames et messieurs, voilà le principal titre de ces journaux. Merci d'avoir choisi Géopolis Télévision pour vous informer. Au cours de cette session d'information, nous recevons une invitée. Il s'agit de Madame Shuna Loponda. Elle est membre de G100 RDC Country Share Équité et Égalité pour les femmes. Elle est également conseillère et chef de service de la communication d'un service spécialisé du cabinet de la présidence, présidente également et fondatrice d'une entreprise sociale Success Diverse Story, mais une femme, une citoyenne engagée sur les questions sociétales. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Très heureux de vous recevoir sur ces plateaux. C'est moi qui vous remercie, je suis ravie d'être là. Merci. Je vais vous revenir dans quelques instants, le temps d'évacuer quelques éléments du journal. C'est peut-être la première réunion du gouvernement après le remaniement dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Cette réunion restreinte du gouvernement avait pour but d'examiner le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu avant sa transmission au Parlement. Suivez le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya qui fait le point. Conformément à l'article 48 de l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement, fixant les modalités de collaboration entre le président de la République, le Premier ministre et les membres du gouvernement, le Premier ministre, sur autorisation du président de la République, a présidé aujourd'hui une réunion restreinte du gouvernement. Une réunion restreinte du gouvernement, c'est comme un mini-conseil de ministres, donc un organe qui peut délibérer, suivant l'article que j'ai annoncé, sur une matière qui relève de la compétence du Conseil de ministres. Et un point était inscrit à l'ordre du jour de la réunion de ce jour, c'est l'examen du projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. La ministre d'État, ministre de la Justice, a proposé la loi qui a été adoptée et dans les heures qui viennent, la loi pourra être envoyée à l'Assemblée nationale pour examen pour permettre de ne pas tomber dans la caducité du délai précédent et que le 15 jours de l'état de siège qui doit commencer dans la date prévue dans la loi. Au terme de cette réunion restreinte, nous avons donc adopté les projets de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national prenant cours à partir du 2 avril prochain. Et puis, selon le ministère de la Défense nationale, environ 100 miliciens de groupes et forces patriotiques intégrationnistes ont intégré le programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation. La cérémonie officielle de leur édition s'est déroulée mercredi 29 mars à Bunia, en Ituri. Pour les acteurs politiques et les leaders communautaires, cette action augure de l'espoir pour une paix durable dans la province aurifère. Parlons femmes à présent. Le gouvernement Sama Lukonde entre déjà en fonction avec de remises et reprises qui se poursuivent. Il est important de rappeler que cette équipe connaît une légère hausse de la présence de femmes. Sur 57 membres qui composent ce gouvernement figurent les noms de 16 femmes, soit une représentativité de 28%. Combien sont-elles nommées? Combien sont-elles reconduites? Les réponses avec ces récits de Damani Mujinga. Le gouvernement Sama 2 est une preuve que les femmes sont de plus en plus présentes dans les postes de décision de la République. Il compte maintenant 16 femmes, mais cette fois-là, aucune d'entre elles n'est promue à la vice-primature. En revanche, 4 d'entre elles sont nommées comme ministres d'État. Il y a Eve Bazaïba à l'environnement et développement durable, Rose Mutombo à la justice et garde des sceaux, Adel Kainda au portefeuille. La nouvelle venue, c'est Toluka Judith qui est nommée ministre d'État en charge du plan. En ce qui concerne les femmes qui sont nommées ministres, il y a Claudine Doucy et Kipoulou, respectivement reconduites au ministère de l'Emploi et au ministère de la Formation professionnelle, Katungu Foura reconduite à la culture, Samba Kalambay Antoinette reconduite aux mines, Anne-Marie Karoumé aux relations avec le Parlement et Nana Manouanina reconduite ministre près le président de la République pendant que Massangou Bibi Mireille fait son entrée au ministère du genre, famille et enfants.
Quant à Irène Essambo, elle a aussi gardé son poste de ministre délégué près du ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, chargé des personnes vivant avec handicap. Pour les vice-ministères, la nouvelle a fait son entrée et Wivine Moleka qui est nommée vice-ministre des hydrocarbures, alors que Ntsele Onej, Aminata Namassia et Séraphine Kilouba sont reconduites respectivement à leur poste de vice-ministre des Finances, vice-ministre de l'EPST et vice-ministre de Transport. Le nouveau gouvernement compte donc 28% des femmes, soit une légère hausse par rapport au gouvernement Sama 1 qui comptait 15 femmes, soit 27% des 56 membres. Madame Shuna Loponda, je reviens vers vous. Nous venons là de suivre un élément intéressant qui parle de la représentativité de femmes dans le gouvernement Samuel Kondede. Mais on va commencer avec cette question. Le mois dédié aux activités relatives aux droits de la femme touche à sa fin. Nous sommes aujourd'hui le 30 mars, demain ça sera le 31. Pour vous, quelle est la place doit avoir la femme dans la société congolaise? Écoutez, déjà pour répondre à cette question, moi j'aimerais quand même souligner le fait que nous avons déjà évolué. Depuis l'époque où Sophie Kanza était la première femme ministre aux Affaires sociales en 1966, vous avez vu les images qui nous ont été montrées, on ne peut pas ne pas remarquer qu'il y a eu déjà une évolution. Maintenant, c'est vrai que nous pouvons souhaiter en fait aujourd'hui que la femme, parce qu'il n'en a pas toujours été ainsi, moi j'aimerais aussi qu'on remonte à l'histoire. Nos sociétés étaient particulièrement matriarcales. Si elles étaient matriarcales, ça veut dire que avant la colonisation, nous avions des sociétés qui étaient structurées avec une place centrale des femmes, autour d'une place centrale des femmes. Ça, je crois qu'il est bon de le rappeler de temps en temps, qu'il y a eu certes évolution, mais qu'avant, les femmes avaient un certain pouvoir, surtout dans les sociétés matriarcales. Alors, qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui souhaiter en matière de place des femmes? Moi, je dirais une évolution avec de meilleures connaissances, de la formation, dans des domaines tels que la gestion d'entreprise, pour pouvoir accéder aussi à des postes de décision. Elles sont là dans quelques entreprises. Elles sont là dans quelques, mais nous voulons qu'il y ait encore plus de femmes. Pour cela, il y a des femmes qui ont l'expertise, qui sont déjà formées, qui doivent nous représenter, que nous soyons encore mieux représentés. Mais il y a aussi la nécessité pour les femmes, pour la femme congolaise, d'avoir plus d'audace pour oser elle-même briller. Vous souhaitez les 50-50? Écoutez, ça on va venir après. Moi, je dirais ce que je souhaite déjà pour une réelle évolution. Le problème n'est pas toujours chez les autres. Nous, les femmes congolaises, et là je dis, il y a souvent un problème, c'est que nous manquons d'audace. Vous savez, la vie, la réussite, ce n'est pas qu'une question de technicité. Ce n'est pas qu'une question du fait qu'on vous mette là ou pas du fait que vous êtes une femme. Il y a aussi une question de volonté. Il faut plus d'audace, plus de volonté. Voilà ce qui fera également émerger et faire s'émanciper la femme congolaise. Et puis de la formation dans des domaines où on ne l'attend pas. Il faut de la formation, il ne faut pas seulement de la technicité, mais il faut aussi de l'audace. Mais vous avez évoqué des avancées en ce qui concerne la place de la femme. Mais là, on voit que c'est seulement dans le gouvernement, dans les institutions publiques. Mais est-ce que dans d'autres secteurs, il y a eu aussi des avancées, d'après vous? Écoutez, il y a une avancée globale sur les questions de la femme, qui est due déjà, premièrement, parce qu'il y a une réelle volonté politique d'arriver à relever le défi de l'égalité par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui l'a démontré de plusieurs manières. Avec la masculinité positive. Avec la masculinité positive, qui est d'ailleurs conduite par la coordonnatrice en charge de la jeunesse, de la violence faite aux femmes et de la traite des personnes, Madame Chantal Yeloumoulov, qui d'ailleurs a en charge justement une coordination qui permet de prendre en charge les questions de violence faites aux femmes. Ça montre déjà une réelle avancée. Les besoins sont pris en compte. Ça, c'est un réel changement. Et quand vous avez une volonté politique d'égalité, de parité, en tout cas de relever ce défi-là au sommet de l'État, vous savez, les choses ne peuvent que suivre. Donc là, on souligne des avancées. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à faire. Donc il reste encore d'autres choses à faire. Il y a des choses qu'on peut faire. On peut pousser plus loin la réflexion en parlant de l'intégration des quotas. Dépassionnons le débat. Quand on parle de quotas, les gens se crispent. Ah oui, mais qu'est-ce qu'on veut nous imposer des femmes partout? En fait, les quotas, c'est simplement un moyen d'interroger notre vision de l'égalité avec des objectifs chiffrés.
On se met des objectifs chiffrés, on impose des quotas dans différents secteurs et domaines de la société. Pas qu'au niveau politique. Pas qu'au niveau politique. On poursuit ces journaux. Il s'est ouvert ce jeudi 30 mars le travaux de la réunion de ministres de l'Emploi et du Travail de pays membres de la SADC à l'immeuble du gouvernement. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, qui a lancé le travaux, a mentionné que dans le cadre de l'amélioration du social de population, conformément à la vision du président de la République démocratique du Congo, il a placé la promotion du travail décent et la couverture santé universelle parmi ses objectifs prioritaires. Fiston Léco pour les commentaires. Dès son investiture, l'actuel gouvernement congolais a procédé à la signature du mémorandum d'entente concernant le programme Pays Travail Décent 2021-2024 et à la validation du plan stratégique national sur la couverture santé universelle. Ces deux programmes, indique le Premier ministre, témoignent de la volonté du gouvernement et de la vision partagée par toutes les parties prenantes à placer l'homme et l'emploi au centre de la politique macroéconomique pour la réduction de la pauvreté, du chômage et du sous-emploi. Sama-Lukonde, qui a lancé ces travaux, n'a pas manqué à mentionner quelques réformes que son gouvernement a initiées pour améliorer le secteur du travail, emploi et prévoyance sociale en RDC. La République démocratique du Congo s'est engagée dans un vaste processus de réforme. Parmi celles-ci, je citerai l'actualisation de la politique nationale de l'emploi en ciblant les groupes vulnérables et défavorisés, la mise à jour du répertoire des métiers et emplois par secteur, la réforme de l'inspection générale du travail, la mise en place d'une politique nationale de la migration conformément aux résolutions du dialogue national tripartite sur la migration tenue à Kinshasa le 13 juillet 2020. Par ailleurs, le gouvernement s'est engagé à encourager toutes les initiatives positives visant notamment à éradiquer le travail forcé, à mettre fin à l'esclavage moderne et à la traite des êtres humains, ainsi qu'au travail des enfants à l'horizon 2025. Cette réunion des ministres de l'Emploi et du Travail des pays de la SADC sera l'occasion de traiter 6 matières. La ministre congolaise de ce secteur revient sur quelques-unes. Il s'agira d'examiner quelques matières qui ont été citées au courant de la réunion, notamment les protocoles d'accord de la SADC sur l'immigration, sur le travail décent et autant d'autres matières. Donc il y a 6 matières sur lesquelles les ministres de la SADC ainsi que les hauts fonctionnaires de la SADC du secteur de l'emploi, travail et prévoyance sociale vont devoir débattre pour trouver un accord sur la manière de fonctionner, de faire avancer les secteurs de l'emploi dans la région. Il faut dire que c'est depuis le mois d'août 2022 que la République démocratique du Congo, à travers son président Félix Tshisekedi, a pris le bâton de commandement de la SADC. Elle a succédé au Malawi. Et puis, parlons économie, il s'est tenu ce jeudi 30 mars 2023 à Sultani Hotel à Kinshasa la conférence et le salon d'affaires de la communauté des États de l'Afrique de l'Est autour du thème principal, la recherche de nouveaux marchés et partenariats. Ces assises ont connu la participation du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya, mais aussi de plusieurs hommes d'affaires venus du Kenya et de la Tanzanie, Patrick Ilunga, Blessed Kuzola, et Nekabamba. Il s'est tenu ce jeudi 30 mars 2023 à Sultani Hotel à Kinshasa de la conférence et salon d'affaires de la communauté des États de l'Afrique de l'Est autour du thème principal, la recherche de nouveaux marchés et partenariats. Plusieurs personnalités ont répondu présents à ces assises, notamment le ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya, mais également plusieurs hommes d'affaires et dignitaires kenyans, comme l'ambassadeur du Kenya en République démocratique du Congo, Roger Massafu, et bien d'autres dignitaires tanzaniens. À l'ordre du jour, plusieurs allocutions ont été faites par diverses personnalités, dont Patrick Muyaya, qui a remercié ses hôtes et a recommandé aux différents hommes d'affaires d'investir en République démocratique du Congo. Et donc la République démocratique du Congo, considérez aussi que c'est votre pays. Considérez aussi que nos portes seront toujours ouvertes pour vous accueillir. Considérez aussi que votre expertise est requise ici. Considérez que la RDC doit être votre destination de cœur. Parce que non seulement que vous découvrez des opportunités d'affaires,
vous y trouverez de la bonne nourriture, vous y trouverez de la bonne musique et vous y rencontrerez de personnes extraordinaires. Après cela est venu le moment du panel, où il était question de parler sur les opportunités de l'exploitation du commerce intra-africain par 3 panélistes, dont Patrick Mouyaya. Au sortir de ses assises, Patrick Mouyaya s'est exprimé en ces termes. J'étais heureux d'être associé à cette initiative qui est portée par la Nation Media, qui est un groupe des médias kenyans, qui s'est défini comme un média de l'Afrique pour l'Afrique, qui tient cette conférence sur les affaires pour présenter la République démocratique du Congo aux autres pays de la communauté de l'Afrique de l'Est. Et donc il était de mon devoir de parler de tous les efforts qui sont en cours sous la présidence du président Tshisekedi, qui permet aujourd'hui à la République démocratique du Congo d'être ces pays attractifs. Vous savez que nous parlons beaucoup du changement de narratif. Il en a été question ici pour la République démocratique du Congo, mais aussi pour le continent. Je suis très heureux de voir qu'il y a des Kenyans qui prennent l'initiative d'amener les autres hommes d'affaires en RDC pour venir voir ce qui s'est fait ici. Je pense que c'est de cette manière que nous allons contribuer au développement de notre pays et du continent. Il faudra noter que ce salon d'affaires va fermer ses portes ce vendredi 31 mars 2023, toujours à Kinshasa. Madame, je reviens encore vers vous. Aujourd'hui, on parle de l'utilisation du numérique par les femmes. Et d'ailleurs, c'est le thème d'ailleurs de cette année, hein, la femme et le numérique. Mais quelle lecture faites-vous de la question? Quel lien établissez-vous entre les deux? Écoutez, la lecture, on peut la démontrer, l'illustrer par des chiffres. Il y a 19% des femmes qui ont accès au numérique contre 31% des hommes. Donc autant dire en RDC? En RDC. Autant dire, d'ailleurs, les sources, c'est un de, je dirais, de vos confrères des médias en ligne qui avait fait une étude sur la question. Donc autant dire que c'est une nécessité. Pourquoi c'est une nécessité? Parce que permettre que les femmes puissent déjà avoir accès au numérique, c'est rééquilibrer les chiffres. Ouais. C'est leur donner un accès illimité à la connaissance et leur donner les mêmes chances que les hommes. C'est important aussi de leur donner les clés pour qu'elles comprennent, vous savez, dans quelques années, ce sont les métiers liés aux nouvelles technologies qui connaîtront un boom en termes de débouchés. Ouais, nous sommes d'ailleurs dans la révolution numérique. On est dans la révolution numérique. Donc, faire comprendre, sensibiliser la jeunesse. Je sors d'ailleurs, vous savez, d'une sensibilisation de masse devant des élèves, devant 350 élèves du lycée Tchachi dans le camp Tchachi, pour les sensibiliser sur ces questions-là. Non seulement les aspects positifs, techniques, mais les aspects également négatifs avec les dangers liés au numérique, avec les fake news, avec l'exposition, quand on en fait l'exposition de sa personne, de sa vie privée, quand on n'en fait pas un usage efficace. Oui, d'ailleurs, en parlant même de l'exposition de sa vie privée, nous avons vu, hein, ici en RDC, même partout même dans le monde, on voit de jeunes garçons, de jeunes filles, et même de mineurs, de fillettes, dans des vidéos, dans des scènes vraiment très obscènes. Et est-ce que dans l'utilisation du numérique par le jeune fille particulièrement, est-ce qu'il faut une éducation? Est-ce qu'il faut vraiment un encadrement par rapport à ça? Tout à fait, il faut non seulement une éducation, il faut de la prévention et il faut de la formation. J'en parlais tout de suite. Il y a quelques minutes, quand on parle d'accès limité à la connaissance, c'est pas seulement aller chercher l'information, c'est aussi se former déjà la jeunesse, mais très tôt. On peut commencer déjà au primaire. On les forme pour qu'ils apprennent à utiliser justement les outils numériques à bon escient. Il y a le volet éducation, ça commence à la maison. Il faut parler. Parlons à nos enfants. Il faut interdire l'utilisation, il faut... Je ne pense pas qu'il faille interdire. Il faut expliquer les dangers et il faut expliquer les atouts. On voit les enfants manipuler facilement les Android que même les adultes. Tout à fait. C'est pour ça que pour ne pas se laisser dépasser, les parents doivent prendre le temps de parler. S'ils sont connectés par leur smartphone, sur WhatsApp, sur d'autres réseaux sociaux, sur des plateformes de contenu. Moi, j'ai découvert une jeune qui a un compte YouTube et qui est déjà entrepreneuse à 14 ans. Donc, autant dire que nous avons la possibilité de former cette jeunesse pour que ce soit un outil professionnel demain dont ils pourront se servir. Mais il y a le volet éducation qui est primordial. Prenons le temps d'expliquer à nos enfants, déjà à la maison, et puis dans les écoles, prenons le temps de former les enfants tout en leur expliquant les dangers. Et puis, dans l'appareil légal, il faut absolument sécuriser
la jeunesse. Il faut sécuriser la jeunesse, il faut former la jeunesse. Je vais encore vous revenir. Il y a partenaire du gouvernement depuis 2022, la fondation Tony Elumelu, branche de Kinshasa, a organisé ce jeudi 30 mars 2023 au centre culturel du collège Poboto une session d'orientation de jeunes Congolais à l'entrepreneuriat. L'activité a eu lieu en présence de la conseillère du chef de l'État en matière de l'entrepreneuriat. Edouard Funda Stanisamba était là présent. L'ouverture de cette session s'inscrit dans le cadre de l'engagement à long terme que prend la Fondation Tony Elumelu, lequel vise l'autonomisation des entrepreneurs et soutient la croissance d'entreprises en Afrique en général et en RDC en particulier. Soucieuse de la réussite et de l'augmentation des chiffres des entrepreneurs congolais à ces programmes, il était question lors de cette session pour Madame Sylvie Malukisa, responsable de la Fondation à Kinshasa, d'orienter et préparer ses compatriotes au programme. L'importance de la journée d'aujourd'hui, c'est que aujourd'hui nous avons fait ce qu'on appelle une session d'orientation. Nous sommes en train d'orienter les entrepreneurs qui sont intéressés par la Fondation Tony Elumelu en leur expliquant c'est quoi la fondation, c'est quoi son activité, son action, l'implication du gouvernement par rapport à la fondation sous l'égide du chef de l'État et aussi comment postuler au programme pour bénéficier des avantages de la fondation. Aujourd'hui, nous avons mis les bases pour eux sur ce qui, j'espère, sera une longue route. Parce que le programme lui-même, il est parfois compliqué pour certains. C'est toujours bien d'expliquer au pas à pas pour donner les chances aux gens de bénéficier ou de passer plutôt un programme positif, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, c'est vraiment de la communication et surtout encourager aussi les entrepreneurs à postuler. Sylvie Malukisa a à l'occasion remercié le chef de l'État pour son implication à la signature du partenariat entre la Fondation Tony Elumelu et le gouvernement congolais. Et quand je vois une initiative comme ça, je ne peux que dire merci. Merci que le gouvernement congolais prenne la peine de s'intéresser aux plus petits et d'aider le plus petit entrepreneur à acquérir ce qu'il faut pour évoluer. Et voir que le chef de l'État a vu ça et il a cru en ça et il a décidé de mettre la main à la pâte, je suis personnellement touchée. Et c'est pour ça qu'avec plus de courage, je me mets encore à la disposition du peuple congolais, surtout des jeunes entrepreneurs, pour les aider, les mentorer, les coacher, les aider ne fût-ce qu'à quitter cette étape de petit entrepreneur qui n'a rien, jusqu'à devenir entrepreneur en herbe qui a un bel avenir. Présente dans la salle, la conseillère spéciale du chef de l'État en matière de la jeunesse a encouragé la jeunesse congolaise à l'entrepreneuriat et a réitéré l'accompagnement du chef de l'État pour la fabrication des millionnaires congolais. Le président de la République a promis qu'il mettra en place le fonds de garantie qui fonctionne maintenant. Mais il faut pousser ça un peu plus loin. C'est-à-dire qu'au lieu de recevoir seulement $5 000 de la Fondation nous voulons engager le gouvernement à pouvoir ajouter un autre $5 000 aux lauréats, ce qui donnerait quand même un fonds de $10 000 à ces lauréats-là pour pouvoir avancer et réussir dans leur entreprise et épanouir dans leur Rappelons que la Fondation Tony Elumelu de l'homme d'affaires nigérian est profondément engagée à soutenir le développement d'un écosystème entrepreneurial florissant en Afrique et en offrant un accès au financement, au mentorat et à la formation. Elle aide les Africains à réaliser leur plein potentiel et à créer un impact positif sur les communautés, sur leurs communautés et leurs économies. 4 ans déjà, depuis que s'est éteint l'artiste, musicien et compositeur Simaru Lutumba, un homme qui a été au cœur de la musique congolaise pendant plusieurs années. Le monde se souvient de lui en ces 30 mars pour sa capacité hors norme d'écrire et de composer des chansons avec beaucoup de mélancolie. Emi Kabila. Cela fait 4 ans, jour pour jour, que s'est éteint l'artiste, musicien et poète congolais Lutumbando Manueno Simaru Massia. Le monde de la musique se souvient de lui en ces 30 mars, notamment pour sa capacité hors norme d'écrire et composer des chansons avec beaucoup d'images, de profondeur et de vie. Les patrons du groupe musical Banaoke est mort à l'âge de 81 ans en 2019 à Paris, en France. Guitariste, accompagnateur, il s'est particulièrement distingué dans la création
création de tubes à succès qui sont de vrais poèmes tels que Fifi Nazali Innocent, Mabele, Vert Cassé, Maya et Baléa Zahir, etc. Il fut probablement le meilleur auteur de la musique congolaise par sa sensibilité, par sa profondeur et par l'écriture de ses chansons. Lutumba avait pourtant conservé une forme d'humilité et des reculs rares dans la musique congolaise. L'artiste avait fait une confidence lors d'une conférence organisée par deux jeunes de Barumbu, selon laquelle, quand il finissait d'écrire une chanson, avant de la mener aux répétitions, il en soumettait le texte à la critique d'un de ses voisins qui n'était qu'un simple mélomane, mais l'artiste appréciait sa sagesse, sa philosophie de vie et donc modifié ses textes sur ses conseils. Plusieurs personnalités politiques ont participé aux hommages rendus à cet artiste musicien à Kinshasa où le corps a été rapatrié fin avril 2019. Félix Tshisekedi a déposé au Palais du Peuple une gerbe de fleurs devant la dépouille mortelle de ce poète. À l'annonce du décès de Lutumba Simaro, le président honoraire Joseph Kabila lui a rendu hommage en parlant particulièrement d'un artiste exceptionnellement talentueux qui a su marquer son temps d'une empreinte spéciale. Voilà, là nous venons de suivre Emi Kabea qui nous a fait revivre le poète Lutumba Simaro Messia. Madame Shuna Loponda, vous êtes là sur notre plateau. Quel message pouvez-vous lancer aux femmes congolaises? Écoutez, j'aimerais d'abord lancer un message d'encouragement, tout particulier déjà à toutes les femmes, mais principalement aux femmes, que cela soit les entrepreneuses qui se battent face aux défis d'une société pas toujours évidente. Je voudrais m'adresser aussi aux femmes seules, qui travaillent, qui portent seules un foyer avec enfants, qui n'ont pas facile. J'aimerais déjà donner un message d'encouragement. Oui, j'aimerais leur dire, vous êtes des femmes battantes, résilientes. Vous êtes des femmes qui arrivent à rester debout lorsque tout vous pousse à rester assises. J'aimerais également maintenant dire que, comme le sujet était autour du numérique, qu'il est important que la femme d'aujourd'hui et de demain gère son image personnelle et professionnelle. Enfin, je terminerai en disant, mesdames, osez rêver grand. Ce n'est pas toujours évident lorsque l'on a un leadership en soi, mais que l'on vit dans un environnement qui ne favorise pas l'émergence de ce leadership. Mais n'oubliez jamais de rêver grand et ne culpabilisez pas d'avoir de l'ambition. Les femmes ne doivent pas oublier de rêver grand. Là, c'est votre dernier mot, Madame Shuna Loponda. Je rappelle que vous êtes membre de G100 RDC Kwanchucher, équité et égalité pour les femmes, conseillère et chef de service de la communication d'un service spécialisé du cabinet de la présidence, présidente et fondatrice d'une entreprise sociale Succès Divers Story, une citoyenne engagée sur les questions sociétales. En tout cas, nous vous disons infiniment merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Nous espérons vous revoir très prochainement. Voilà, l'information, c'est aussi au-delà de nos frontières. Place à présent à la page internationale. Sont 150 millions de francs CFA en pièces de monnaie qui seront mises en circulation sur le marché sous-régional, a annoncé la Banque des États de l'Afrique centrale. Malgré l'augmentation de 12% de la masse monétaire de la communauté économique des États de l'Afrique centrale en 2021, la pénurie de pièces persiste. La BEAC a révélé qu'il s'agit de la plus grande crise monétaire divisionnaire dans la sous-région depuis 2004-2005. Suivez nos confrères d'Africa 24. La Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, a annoncé que 150 millions de francs CFA en pièces de monnaie seront mis en circulation sur le marché sous-régional. Dans une conférence de presse le 27 mars 2023, le gouverneur de l'institution d'émission de l'Afrique centrale, Abbas Mahamat Toli, a indiqué que cette mesure vise à pallier la pénurie de ces signes monétaires et faciliter les transactions commerciales au sein du bloc communautaire.
L'injection de la monnaie métallique ou de la monnaie divisionnaire dans l'économie peut fluidifier les échanges commerciaux en ce sens que on va assister véritablement à une augmentation de la vitesse de dénouement des transactions. Le 15 mars 2023, le comité ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale a autorisé la mise en circulation d'une nouvelle gamme de pièces de monnaie de valeur allant de 1 franc CFA à 500 francs CFA, avec pour grande innovation la création d'une pièce de 250 francs CFA. L'institution financière veut ainsi modifier la matière première qui sert à la fabrication de ces signes monétaires prisés par des réseaux illégaux d'exportation de pièces d'argent. De pièces de monnaie dans le lot, on a vu uniquement les orfèvriers et les joailliers. C'est eux qui utilisent la petite monnaie pour faire des bijoux. L'alternative possible pour la création d'une nouvelle gamme de ces signes monétaires prévue par la BEAC, densifier, c'est-à-dire durcir, j'insiste encore là-dessus, durcir la législation en matière de transformation des signes monétaires. Donc le joaillier ou l'orfèvre qui fait appel aux pièces de monnaie, à la monnaie divisionnaire pour pouvoir fabriquer des bijoux peut prendre 30, 40, 50 ans de prison et on fait la publicité tout autour. Cela va rester donc dissuasif. Malgré l'augmentation de 12% de la masse monétaire de la communauté économique des États de l'Afrique centrale en 2021, la pénurie de pièces de monnaie persiste. Une enquête lancée par la BEAC dès décembre 2019 a révélé qu'il s'agit de la plus importante crise de monnaie divisionnaire depuis la période 2004-2005. Une brève au Soudan, les achats de blé sur le marché international sont attendus à 3,5 millions de tonnes en 2023. C'est ce qu'a indiqué l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Ces volumes, qui représentent plus de 97% de besoins totaux d'importation en céréales du pays, marqueraient une hausse importante comparativement au stock précédent, soit 2,7 millions de tonnes. Mesdames et messieurs, une autre façon de vous informer, c'est aussi à travers la revue de presse. Je vous propose de suivre cette revue réalisée par Blessed Kuzola. Voilà, excusez-nous pour cet aléa technique, mais nous mettons un terme à ce journal. Voici le rappel de titre. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a adopté le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans la province du Nord Kivu et des Litouries. C'était au cours d'une réunion restreinte présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Voilà, c'est par ici que nous bouclons cette grande édition d'information. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision et retrouvons-nous demain à la même heure à 19h30.